C'est parti, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce petit rendez-vous mensuel sur les actualités marquantes ou des points de réglementation particuliers liés au droit de la fonction publique. J'ai vu avec la NFH qui, du fait, dans l'attente du vote euh, de la réforme des retraites, que pour être de bon ton, de profiter de quasiment l'anniversaire du décret sur les instances médicales pour revenir un petit peu sur les modalités de mise en œuvre de cette réforme de fonctionnement des instances médicales dans les trois versants de la fonction publique. On a une modification qui concerne bien entendu les trois versants. Donc, ce que je vous propose de voir, aujourd'hui, pendant cette petite heure et demie, 2 heures, c'est justement les modifications qui ont été apportées, peut-être les problèmes qui peuvent se poser ou les questions euh, qui se posent sur la mise en œuvre de cette instance. Donc, vous le savez sûrement, on avait en termes d'instance médicale deux instances, alors pas tout à fait que médicales, d'ailleurs on va y revenir rapidement, mais on avait le comité médical, qui était une instance purement médicale, qui donnait des avis sur les congés maladie des agents et sur leur aptitude. On avait la commission de réforme, qui était une instance administrativo-médicale paritaire, hein, puisque nous avions des représentants du personnel, des représentants de l'administration les membres du comité médical, et qui avait pour but de donner des avis sur toute situation qui était à la fois médicale, mais aussi en partie administrative, par exemple, hein, la question de la qualification d'événements, d'accidents de service et la gestion du congé pour invalidité temporaire imputable au service derrière est une question qui n'est pas purement médicale, elle est aussi administrative, puisque on doit se poser la question de savoir si oui ou non je suis face à un événement qui puisse être qualifié d'accident de service, d'autre part, médical, est-ce que la lésion de mon agent est la conséquence directe et non nécessairement exclusive de cet accident de service. Donc, on avait ces deux instances et il y a une volonté de rationalisation, c'est le terme qui était utilisé, de rationalisation de cette instance, de leur donner un côté un petit peu plus médical, hein, justement, mais tout en gardant une structuration différente en fonction qu'on soit sur des congés non plus maladie, hein, mais congés pour raison de santé. Maintenant, c'est le vocabulaire. Congé pour raison de santé et pour une réunion un peu particulière lorsqu'il s'agit de se poser les questions qui étaient les questions administrativo-médicales que se posait la commission de réforme. Donc maintenant, il n'y a plus qu'une seule instance. Il y avait une volonté aussi d'avoir moins de saisines. Le résultat est pas nécessairement, on n'a pas atteint l'ensemble des objectifs, mais en partie, on va le voir. La conséquence aussi, c'est que le suivi des agents pendant un congé maladie revient en partie entre les mains de l'employeur qui va avoir l'initiative du suivi de cet agent et c'est pas sans lien non plus avec le retour à l'emploi et le suivi de l'agent comme élément d'anticipation du retour à l'emploi. Alors, avant de rentrer sur les compétences du conseil médical modifié, parlons de ce qui ne change pas. Qu'est-ce qui ne change pas? C'est les congés en tant que tels. On attend un décret qui aurait dû paraître au plus tard en novembre dernier, toujours pas paru, qui va modifier les modalités de droit des congés pour raison de santé des fonctionnaires. Le décret n'est pas paru, j'ai pas d'infos sur sa parution. Je vous dirai quelles sont les grandes lignes de changement qui devraient être contenues dans ce décret. Mais sinon, que ce soit pour les fonctionnaires
que ce soit pour les contractuels dont on va parler à la fin de la présentation également, on n'a pas de changement lié à leurs différents congés. Donc, les congés pour raison de santé des fonctionnaires, on en a toujours eh bien, 4, enfin 6. 6. Le premier d'entre eux, ça reste le congé de maladie qu'on appelle le congé ordinaire de maladie dans le langage commun, alors que hein, on est plutôt sur un congé maladie, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un qui a une invalidité temporaire, qui n'est pas liée aux fonctions, qui est liée à une pathologie différente des fonctions. La durée reste la même, hein, c'est 1 an, rémunéré 3 mois à plein, 9 mois de demi-traitement. Je mets de côté, bien sûr, le CGOS. Je mets de côté aussi quelque chose à laquelle il faudra penser, c'est la protection sociale complémentaire, hein, voire mutuelle et ou prévoyance. Le premier changement qu'on a ici, et que vous avez sûrement remarqué, on va revenir dessus un peu plus en détail, c'est que maintenant, le conseil médical n'est obligatoirement saisi que pour une reprise après 12 mois consécutifs de congé. Pour l'octroi, le renouvellement, y compris au-delà de 6 mois, et pour une reprise avant 12 mois consécutifs de congé, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis du conseil médical pour traiter et gérer la situation de l'agent. Par contre, on y reviendra, il faudra avoir une visite grosso modo au minimum 1 fois par an. Donc, pour une prolongation au-delà de 6 mois de congé ordinaire de maladie par un médecin agréé. On va lui demander, hein, est-ce que l'agent peut reprendre, ne pas reprendre, est-ce qu'il est inapte temporaire, est-ce qu'il est inapte définitif, hein. On peut faire de ces visites chez un médecin agréé des visites complètes dans lesquelles on va se poser non seulement la question de la reprise, mais potentiellement la question de l'inaptitude et pourquoi pas du reclassement. Donc, toujours apprécié sur la période de l'année de référence mobile, hein, ce qui fait que dans la fonction publique, un agent titulaire qui a 1 an de congé ordinaire de maladie, qui reprend 2 jours, se recrée un nouvel droit à congé ordinaire de maladie, ce qui signifie qu'il faut quand même être particulièrement attentif aux modalités de reprise. Et j'en reparlerai un petit peu. L'organisation du retour à l'emploi d'un agent, c'est quelque chose qui est certes médical, mais qui est aussi managérial. Un agent qui a été absent longtemps, on prépare son retour. Alors, ça se prépare d'abord pour vérifier s'il n'a pas une aggravation de son état de santé qui entraîne des restrictions. Et là, on a un rôle extrêmement important qui est celui du médecin du travail, qui va venir justement informer l'employeur des éventuelles dégradations de l'état de santé de l'agent qui nécessitent un aménagement, un changement d'affectation de l'agent sur un emploi correspondant à son grade. Donc, pas de changement, si ce n'est voilà, cette compétence du conseil médical qui est limitée à la reprise après l'épuisement des 1 an consécutif de congé maladie. Concernant le congé de longue maladie, donc on garde cette notion de congé de longue maladie de 3 ans, rémunéré 1 an à plein traitement, 2 ans à demi-traitement, avec une limitation des cas de saisine du conseil médical. Le conseil médical reste compétent pour l'attribution du congé de longue maladie. Donc, l'agent fait sa demande avec un certificat médical et un rapport de son médecin traitant qui préconise un congé de longue maladie parce que l'agent a une pathologie particulièrement invalidante, nécessitant des soins constants et une gravité confirmée. Donc, on a toujours la liste qui n'est pas exhaustive, hein, puisqu'on a la possibilité d'octroyer un CLM, un petit peu dans une logique ALD du régime général, notamment, par exemple, lorsque j'ai une personne qui a plusieurs pathologies qui, en tant que telles, ne permettent pas à elle seule d'entraîner une inaptitude, une pathologie particulièrement invalidante nécessitant des soins constants et d'une gravité confirmée, mais qui, tout ensemble, eh bien, font que la personne, elle remplit ces conditions-là. C'est un petit peu un congé de longue maladie multifactoriel. Donc, le congé longue maladie, il est octroyé après avis du conseil médical. Par contre, le renouvellement, tant qu'on est sur la période à plein traitement, ne nécessite pas l'avis du conseil médical jusqu'à la période de demi-traitement, où là, le passage à demi-traitement et les périodes de renouvellement
à demi-traitement doivent passer par l'avis du conseil médical sur le renouvellement pour toute cette période, là. Et pas de changement non plus, hein. Je me recrée un droit à congé de longue maladie à partir du moment où j'ai 1 an de service effectif. Donc, c'est vraiment de la reprise effective, hein. C'est-à-dire que les périodes de congé maladie ne rentrent pas dans la durée d'1 an nécessaire au fait de se recréer un droit à congé de longue maladie. Le congé maladie et le congé longue maladie, je les mets un peu ensemble parce que ce sont des congés qui sont octroyés par durée, peu importe la pathologie. C'est-à-dire que je peux avoir un congé de longue maladie à la suite pour différentes pathologies. Mais en tout état de cause, la durée du congé consécutif ne peut pas dépasser 3 ans. C'est-à-dire que je ne peux pas avoir 2 congés de longue maladie l'un derrière l'autre, c'est pas possible. J'en ai un de 3 ans, mais à l'intérieur de ce congé, je peux, si j'ai pas de chance, éventuellement avoir plusieurs pathologies qui sont, qui ouvrent droit à congé de longue maladie. Il en est tout autre du congé de longue durée et le dernier type de congé pour, raison de santé. Donc, lorsque, mon agent a une des 5 groupes de pathologies ouvrant droit à CLD, donc là, pour l'instant, pas de changement. Donc on est toujours sur le déficit immunitaire grave et acquis, la maladie mentale dont fait partie, la dépression, la tuberculose, la poliomyélite et les cancers. Et là, pour le coup, j'ai le droit à un CLD par type de pathologie sur toute la carrière, ce qui fait que je peux avoir plusieurs CLD d'affilée. Je peux très bien avoir un CLD au titre d'un cancer, puis mon cancer va mieux, et puis j'ai une grave dépression, et donc je peux avoir un CLD au titre de cette dépression. Eh bien, on peut avoir un deuxième CLD à ce titre-là. Donc, c'est un petit peu gestion particulière. Alors, en termes de décret qu'on attend, le décret supprimerait le process de passage par le CLM avant le CLD, hein, puisque une des conditions pour avoir le CLD, vous le savez sûrement, c'est d'avoir épuisé la période à plein traitement de CLM, avec aujourd'hui d'ailleurs une possibilité pour l'agent de demander à rester en CLM afin d'éventuellement de se retrouver un nouveau droit, un nouveau droit à partir du moment où j'ai, comme je le disais, 1 année de reprise à l'épuisement des droits de CLM. Donc j'ai 3 ans de CLM. Il faut que j'ai une reprise effective. Quand on parle de reprise effective, c'est non seulement, bien sûr, être en position d'activité, mais plus que ça, contrairement au temps partiel pour motif thérapeutique, où je me recrée un droit maintenant à temps partiel pour motif thérapeutique à partir du moment où j'ai 1 an d'activité ou de détachement. Pour le congé de longue maladie, il faut 1 an de reprise effective, pas nécessairement à temps plein. Ça peut être du temps partiel, mais par contre, les autres périodes de congé maladie pendant cette durée d'1 an ne comptent pas comme période de reprise effective. En tout cas, c'est la position du gouvernement dans une réponse à une question ministérielle. Donc, ça, c'est une différence importante par rapport au fait de se recréer un droit à temps partiel pour motif thérapeutique lorsque mon agent a eu 1 an de temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, le projet de décret, enfin le décret qui devrait sortir en application de l'ordonnance de novembre 2020, ce serait de supprimer cette question de passage de CLM à CLD et d'octroyer d'emblée à un agent un CLM ou un CLD en fonction de la nature de sa pathologie. Ça, ce serait le premier changement. Le deuxième changement, ce serait de mettre à jour la liste des pathologies ouvrant droit à CLD, parce que c'est vrai que c'est une liste un petit peu surannée. On peut se poser la question de la présence de la tuberculose et de la poliomyélite. Et l'idée, c'est d'introduire de nouvelles pathologies, type Parkinson ou sclérose en plaques. Bon, c'est les idées qui circulent, hein. Il n'y a pas encore de projet de décret clair, mais on irait vers une gestion différente. Alors, pour le CLD, non seulement il faut que j'ai une des pathologies ouvrant droit au CLD, mais en plus, il faut que cette pathologie soit particulièrement validante, nécessitant des soins constants et d'une gravité confirmée. Si j'ai une petite déprime hivernale, ça ne m'ouvre pas droit à CLD, hein. Il faut vraiment avoir une pathologie grave
pour ouvrir le droit à congé de longue durée. Donc ça, c'est les 3 principaux congés pour raison de santé non imputables. Et bien sûr, on a le congé imputable au service, donc le CITIS maintenant, le congé pour invalidité temporaire imputable au service. Lorsque j'ai une invalidité temporaire qui est liée aux conséquences d'un accident de service, d'un accident de trajet ou d'une maladie contractée en service, à l'intérieur desquelles on trouve les maladies du tableau et les maladies hors tableau. Dans ce cas-là, il faut premièrement se poser la question de savoir si je suis face à un accident de service, un accident de trajet, et deuxièmement, de se dire est-ce que c'est bien cet événement qui est à la cause de l'invalidité temporaire de mon agent pour permettre l'octroi du congé pour invalidité temporaire imputable au service, qui est rémunéré à plein traitement jusqu'à la reprise ou la radiation des cadres. Ensuite, on a des congés qui sont un peu moins connus, qui existent depuis longtemps et qui continuent à exister, ce sont les actes de dévouement. Lorsque j'ai un acte de dévouement ou que je mets en danger ma vie pour sauver la vie d'un autre être humain et que j'ai une lésion qui est consécutive à cet acte ou cette mise en danger, je vais pouvoir bénéficier d'un CMO et d'un CLM imputable. Pourquoi on parle de congé maladie ou de congé de longue maladie imputable? C'est l'idée qu'un fonctionnaire est une sorte de, entre guillemets, super citoyen, et que lorsqu'il met en danger sa vie ou s'il fait un acte de dévouement, il va bénéficier d'une protection sociale particulière que seront le congé maladie ou le congé longue maladie. Donc, ça va être les mêmes définitions du CMO ou du CLM, simplement, ils sont qualifiés d'imputables. Et le fait d'être qualifié d'imputable fait que, eh bien, ils sont rémunérés à plein traitement jusqu'à une reprise ou une radiation des cadres. Reprise ou radiation des cadres qui se fait, une radiation des cadres, pardon, d'office qui se fait au minimum au bout d'1 an de CMO imputable ou au minimum au bout de 3 ans de CLM imputable, si d'aventure, bien entendu, mon agent est inapte à ses fonctions sans possibilité ou volonté de reclassement. Donc, par exemple, je fais un don d'organes. Je fais un don d'organes, c'est ce qu'on peut appeler un acte de dévouement, eh bien, je pourrais bénéficier non pas d'un congé maladie tout simple, mais d'un congé maladie imputable, puisque c'est un acte de dévouement et qui serait rémunéré à plein traitement, et je ne passerai pas à demi-traitement si d'aventure mon congé dure plus de 3 mois. Alors, ça, c'est des choses qui ne sont pas modifiées, hein, si ce n'est sur le process d'octroi et de suivi du congé. On n'a pas de modification par le décret d'avril dernier. Pas de changement non plus, hein, comme je le disais, autant pour le CLM, il faut que j'ai repris pendant 1 an entre deux pour me recréer un droit à CLM si je l'ai épuisé. Autant pour le CLD, je peux avoir 2 CLD d'affilée. Je n'ai pas besoin de reprendre 1 an. Par contre, j'ai le droit qu'à un seul CLD sur toute la carrière. Hein. C'est-à-dire que si j'ai un cancer à 30 ans et que j'ai un congé de longue durée pendant 2 ans, et que 20 ans plus tard, donc je reprends, et 20 ans plus tard, j'ai à nouveau un cancer, même si c'est un cancer différent, une autre partie du corps, eh bien dans ce cas-là, je vais continuer les droits que j'ai commencés. Donc j'aurai déjà, d'une part, je ne passerai pas par la case CLM, et d'autre part, je serai donc directement en CLD, et il me restera 3 ans, donc 1 an à plein et 2 ans à demi-traité. Donc pas de changement fondamentaux sur les congés pour raison de santé en tant que tel. Par contre, donc, un changement sur les instances. Sur les instances, avec la création donc, du conseil médical qui va se réunir de 2 manières. J'aurai un conseil médical qui va se réunir en formation restreinte et un conseil médical qui va se réunir en formation plénière. Premier changement, mis à part les compétences, c'est un changement en termes de pilotage, puisque on va avoir un médecin agréé qui sera désigné par le préfet en tant que médecin président. Donc le président du conseil médical, qui soit en formation plénière ou restreinte,
c'est le médecin, c'est un médecin agréé président qui aura un rôle qui va dépasser le simple rôle de piloter la séance des instances, mais qui a un rôle plus de fond, d'organisation aussi du fonctionnement de l'instance, puis c'est lui le patron, hein, c'est lui qui va manager les secrétaires du conseil médical en formation restreinte ou plénière, et c'est lui qui va organiser la préparation des dossiers et la mise en œuvre de l'activité du conseil médical. Alors, quelles sont ces compétences? Donc, ces compétences qui sont assurées par 3 médecins agréés, eh bien, le conseil médical va être compétent pour l'octroi de la première période de CLM-CLD, pour le renouvellement après les périodes à plein traitement. Donc, dès que je passe admis, j'ai besoin d'avoir l'avis pour l'octroi et le renouvellement des périodes de congés de longue maladie et de longue durée. Il est compétent pour la réintégration. Il est compétent pour la réintégration, soit lorsque l'agent est affecté sur des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Alors, les fonctions qui nécessitent des conditions de santé particulières sont déterminées par le statut particulier. À l'hospitalière, sauf erreur de ma part, il n'y en a pas encore. Les premiers arrêtés sur la question ont été publiés pour l'État. On retrouve notamment la police nationale ou les agents actifs du service des douanes du ministère des Finances. Mais dans la fonction publique versant hospitalier, on n'a pas encore de modification. Donc, c'est le statut particulier, par exemple, des aides-soignants ou des infirmiers qui pourraient prévoir des conditions de santé particulières. Et le fait d'avoir des conditions de santé particulières fait que, pour la réintégration en cours de congé de longue maladie ou de longue durée, il faudra l'avis du conseil médical. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore. Par contre, en tout état de cause, le conseil médical est compétent pour donner un avis avant une reprise à l'épuisement des droits à congé maladie, congé de longue maladie ou congé de longue durée. Avis qui peut prendre la forme d'une inaptitude temporaire à toute fonction, ce qui permet l'octroi de la dispo. Donc le conseil médical reste compétent pour l'octroi et le renouvellement de la disponibilité d'office pour raison de santé à l'issue des périodes de congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, lorsque mon agent est inapte temporaire à toute fonction. Ça, c'est très important d'avoir tous ces mots-là dans la vie, sinon je ne peux pas mettre en place une dispo d'office pour raison de santé, pour inaptitude temporaire à toute fonction. Je mets de côté les dispos d'office créés par le juge administratif pour boucher les trous statutaires, le temps d'avoir les avis ou le temps d'avoir l'avis du conseil médical en formation plénière pour une radiation des cadres pour invalidité sur demande de l'office. Donc ça, c'est les compétences, entre guillemets, en première instance du conseil médical, dont les avis dans ces cadres-là peuvent être contestés devant le conseil médical supérieur qui continue à exister et qui continue à être compétent lorsque l'agent entend contester l'avis du conseil médical qui a été saisi en première instance. Par ailleurs, le conseil médical est aussi compétent pour connaître des contestations de l'avis du médecin agréé. Moins de saisines du conseil médical, potentiellement plus de saisines du médecin agréé. Médecin agréé qui va donner des avis, d'une part, sur l'accès à l'emploi public lorsque l'agent est affecté sur des fonctions qui exigent de conditions de santé particulières qui sont les mêmes que celles que je viens d'évoquer. Donc, ça dépendra le statut particulier qui va déterminer les fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. C'est aussi le conseil médical qui sera compétent pour l'octroi ou le renouvellement d'un congé pour raison de santé dans le cadre du suivi de l'agent, suivi grosso modo obligatoire par l'employeur au minimum une fois par an, et puis aussi qui est compétent pour le temps partiel pour motif thérapeutique, pour donner un avis à la demande de l'employeur à n'importe quel moment et en tout état de cause lorsque j'ai un temps partiel pour motif thérapeutique qui va se prolonger au-delà de 3 mois, mais j'y reviendrai rapidement tout à l'heure. Et enfin, il est aussi compétent pour donner un avis sur le suivi de l'agent en CITIS, puisque là encore, il y a une obligation pour l'employeur
de faire un suivi de l'agent bénéficiaire d'un CITIS au moins une fois par an. Donc, dans tous ces cas-là, les avis du médecin agréé peuvent être contestés devant le conseil médical qui a un rôle de vérification donc, de cet avis. En termes de fonctionnement, donc j'ai un médecin président qui va piloter le travail de deux autres médecins agréés. Donc, c'est toujours des médecins inscrits sur une liste préfectorale avec proposition du directeur de l'ARS. Introduction d'un quorum, donc il faut au moins deux médecins. Et dans le cas où il n'y a pas de quorum, eh bien, on fait une nouvelle réunion dans les 8 jours. Et dans ce cas-là, eh bien, il y aura une réunion qui se tiendra, même s'il n'y a pas un quorum suffisant et qui donnera un avis qui permettra à l'employeur de prendre une décision. Un avis, on y reviendra tout à l'heure, qui doit être motivé. Qui doit être motivé dans le respect du secret médical, bien sûr, mais qui doit être motivé, et c'est particulièrement important dans le cas où j'ai un avis défavorable, où eh bien, là, l'employeur va pouvoir, sur la base de cet avis, éventuellement refuser le droit de l'agent, mais la décision devra être motivée par justement les motifs de l'avis du conseil médical, avis du conseil médical qui, dans ce cas-là, est un organe purement médical. Il ne donne que des avis sur la situation médicale des. Alors, du coup, schématiquement, comment ça se passe? Si je parle du congé de maladie, donc un agent est malade, je vous envoie un certificat médical et donc vous lui octroyez un congé de maladie, il vous envoie un certificat médical de prolongation, vous lui octroyez un congé maladie, et il n'y a pas besoin d'avis du conseil médical. Par contre, l'employeur peut faire à tout moment une visite de suivi de l'agent chez un médecin agréé, lui demander si l'agent peut reprendre ou pas, ou s'il faut prévoir des éléments pour sa reprise. En tout état de cause, cette visite doit avoir lieu une fois par an, après 6 mois de congé maladie. Donc, il n'y a plus besoin de l'avis du conseil médical pour la prolongation du congé de longue maladie au-delà de 6 mois. Par contre, il faudra saisir un médecin agréé. En fait, grosso modo, on ne laisse pas un agent sans suivi pendant plus d'1 an. Il faut qu'il y ait une visite régulière. L'avis du médecin agréé, comme je le disais tout à l'heure, peut éventuellement être contesté, soit par l'employeur, soit par l'agent, devant le conseil médical. Conseil médical en formation restreinte qui donnera un avis motivé. Mais ça, c'est éventuellement. Ce n'est pas obligé. Puis congé maladie et renouvellement jusqu'à l'épuisement des droits où là, eh bien, après 12 mois consécutifs de congé maladie, il faut avoir un avis du conseil médical pour une éventuelle reprise. Mais avant, il n'y a pas besoin. Avant, il n'y a pas besoin. Donc, c'est le médecin agréé pour la prolongation et le suivi au moins une fois par an. Et le conseil médical, on le retrouve là, avant une reprise, après 12 mois consécutifs. Donc, il n'y a pas d'autres cas de saisine du conseil médical dans ce cadre-là, sauf pour la reprise après 12 mois consécutifs de congé ordinaire de maladie, où l'agent a épuisé ses droits statutaires à congé. Alors, du coup, donc, pour le CLM, comment ça se passe? Donc, j'ai un agent qui fait une demande de CLM en cours de CMO et sans avoir nécessairement de durée minimum de congé ordinaire, de congé maladie, avec un certificat de son médecin traitant. Ce médecin traitant doit adresser ses observations normalement au conseil médical indirectement, ou alors à l'employeur sous pli cacheté qui le transmet au conseil médical. L'employeur va aussi indiquer les périodes de congé maladie qu'a eu l'agent, envoyer les certificats médicaux et l'ensemble des autres éléments communiqués par l'agent à travers son destin, sous pli cacheté, si d'aventure on a une saisine de l'employeur par le médecin. Dans ce cas-là, eh bien, le conseil médical va donner un avis et il n'y a plus obligatoirement de visite par un médecin agréé.
C'est-à-dire qu'on saisit le conseil médical directement, et c'est le conseil médical qui, s'il l'estime nécessaire, va organiser une visite chez un médecin agréé. Mais il n'est pas du tout obligé de le faire. Ça dépendra s'il a besoin d'avoir des avis complémentaires ou une expertise complémentaire pour l'octroi, pour donner un avis qui doit être donc motivé, un avis motivé dans le respect du secret médical, et cet avis motivé permettra à l'administration de prendre la décision. Donc, c'est ici qu'on a l'avis du comité médical pour l'octroi initial d'un congé de longue maladie. Et donc, la contre-visite, elle n'est pas obligatoire et elle n'est, entre guillemets, nécessaire que si le conseil médical estime avoir besoin d'éléments complémentaires. Alors, ça, c'est pour l'octroi. Donc, ensuite, l'employeur prend une décision avec donc, un effet rétroactif au début du CMO si c'est la même pathologie, mais c'est le conseil médical qui doit donner la date d'effet et la durée. Et ensuite, il va y avoir un renouvellement tant qu'on est à plein traitement, sans avoir besoin de l'avis du conseil médical. Donc, l'agent transmet un certificat de prolongation. L'employeur, sans avoir besoin ni de l'avis d'un médecin agréé, ni de l'avis du conseil médical, va pouvoir octroyer, tant que mon agent est à plein traitement, l'octroi d'un congé de longue maladie, avec la seule obligation étant de faire une visite au moins une fois par an, mais sans nécessairement de périodicité. Ça peut être au début, au milieu, à la fin de la période, mais d'un an, mais ce n'est pas forcément tous les 6 mois. Ça, c'est tant qu'il est à plein traitement. Donc la première année. Une fois qu'il a épuisé sa période à plein traitement, on passe à demi-traitement. Alors là, le passage à demi-traitement est là conditionné par l'avis du conseil médical. Il peut, s'il le souhaite, encore une fois, faire une contre-visite, mais elle n'est pas obligatoire, cette contre-visite. C'est que si le conseil médical estime qu'il y a besoin d'éléments, et derrière, il y aura la décision de l'administration pour la période octroyée, et toutes les périodes de demi-traitement obéiront à la nécessité d'avoir l'avis du conseil médical pour chaque renouvellement. Donc, c'est la période initiale, mais aussi le renouvellement de cette période-là qui va être octroyée par l'employeur sur l'avis du conseil médical, et chaque fois par rapport à un certificat médical initial ou de prolongation du médecin, avec chaque fois les éléments médicaux. Donc pour cette période de demi, on a besoin d'avoir l'avis du conseil médical pour le renouvellement ce que je dis ici pour le CLM s'applique aussi pour le CLD. C'est-à-dire que si j'arrive à la période de plein traitement de CLM, donc à l'épuisement des 1 an, soit d'affilée ou pas, puisque la condition pour avoir un CLD, c'est d'avoir une période à plein traitement de CLM. Le conseil médical, il y a 2 possibilités. Soit il est saisi pour l'octroi d'un CLD, et auquel cas il va donner un avis pour l'octroi du CLD, soit il est saisi pour un CLM et il va donner un avis sur le demi-traitement. S'il donne un avis sur le CLD, il y a de grandes chances que le CLD soit octroyé pour la même pathologie qui ouvre droit à CLM, et du coup j'ai un effet rétroactif du CLD au début de la période de CLM, et le CLD va être prolongé puisque j'ai eu 1 an à plein traitement, il me reste 2 ans à plein traitement. Pendant cette période à plein traitement, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis du conseil médical. Tant que je suis à plein traitement, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis. Par contre, je dois avoir l'avis lorsque je vais passer à demi-traitement de CLD et pour les périodes de CLD à demi-traitement. Donc, c'est la même logique pour le CLM que pour le CLD. Conseil médical au moment du passage, conseil médical en CLM ou en CLD, conseil médical au moment du demi-traitement et tout au long de la période de perception du demi-traitement de l'agent.
le CLM ou le CLD est aujourd'hui octroyé par période de 3 à 6 mois, donc renouvelable dans la limite de 3 ans pour le CLM et de 5 ans pour le CLD. En ce qui concerne l'issue des congés, on va avoir plusieurs possibilités. On en a 3. Première possibilité, mon agent n'a pas épuisé ses droits à CLM, à CMO ou à CLD. Donc, il a eu un congé de longue maladie de 2 ans, par exemple. La reprise n'est pas précédée ni de l'avis d'un médecin agréé, ni de l'avis du conseil médical. Un simple certificat d'aptitude à la reprise de son médecin traitant suffit pour permettre à l'employeur de permettre la reprise de l'agent avec, par contre, autre chose qui est le rôle du médecin du travail, justement, par rapport à l'éventuelle aggravation de l'état de santé, aux éventuelles restrictions de l'agent, rôle du médecin du travail et puis aussi un rôle de management. N'oublions pas que le retour d'un agent après une longue période d'absence pose des questions de réinsertion dans le service, de reprise des réflexes professionnels et de retrouver tout simplement sa place dans l'équipe. Donc, ça se prépare aussi d'un point de vue managérial et pas uniquement d'un point de vue de gestion statutaire. Donc, si mon agent a eu un CLM de moins de 3 ans ou un CLM de moins de 5 ans, pas besoin de l'avis du conseil médical pour la reprise. Par contre, deuxième cas, si cet agent a eu moins de 3 ans de CLM ou moins de 5 ans de CLD et qu'il est affecté sur des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, les fameuses, dans ce cas-là, j'ai besoin de l'avis motivé du conseil médical avant la reprise. Donc, on attend la modification des statuts particuliers pour introduire cette modification, puisque aujourd'hui, j'en ai pas de définition de ce que c'est que les fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Et troisième cas, c'est l'épuisement des droits. Donc, mon agent, il a eu 3 ans de CLM ou 5 ans de CLD, et dans ce cas-là, la reprise doit être précédée de l'avis du médecin conseil, du conseil médical en formation restreinte à l'épuisement des droits. Alors, si je fais un petit schéma récapitulatif, prenons un agent qui n'exerce pas des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières. Il est malade, il vous envoie un certificat médical et vous lui octroyez un congé ordinaire de maladie. Rapidement, au cours de ce congé, sans durée minimum, cet agent-là demande le bénéfice d'un CLM. Comme je suis dans l'octroi initial d'un CLM, eh bien, il faudra recueillir l'avis du conseil médical en formation restreinte. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de contre-visite avant la saisine du conseil médical. C'est le conseil médical qui décide dans son fonctionnement si oui ou non il y a besoin d'avoir une expertise complémentaire. Et une fois que j'ai cet avis, j'ai la décision de l'employeur qui va, si le CMO est la même pathologie que celle ouvrant droit au CLM, donner un effet rétroactif en fonction de l'avis du conseil médical qui dira avis favorable à compter du et pour une durée de tant de temps. Mon agent a 6 mois de CLM. Le renouvellement on est dans une période à plein traitement. Et donc, dans ce cas-là, l'agent demande le renouvellement avec le certificat de son médecin traitant et l'employeur peut tout à fait décider de prolonger le congé de longue maladie pour la durée indiquée dans le certificat médical du médecin traitant, sans avoir l'avis dit d'un médecin agréé, ni du conseil médical en formation restreinte. Contre, 6 mois à plein, plus 6 mois à plein, ça fait 1 an à plein traitement, donc on arrive à la période à demi-traitement. Et donc là, la prolongation du CLM, donc l'agent qui fait une demande de prolongation, là, il faut que je saisisse le conseil médical en formation restreinte pour le renouvellement à l'issue de la période d'un plein traitement, décision de l'employeur, CLM à demi-traitement. L'agent demande un renouvellement, et là aussi, il me faut l'avis du conseil médical pour le renouvellement. Vous voyez, dès qu'on passe à demi-traitement, on a
besoin pour chaque période d'avoir l'avis du conseil médical pour le renouvellement de la période à demi-traitement. Et chaque fois, décision de l'employeur, souvent avec un effet rétroactif. Par contre, la reprise, un simple certificat de reprise suffit à faire reprendre l'agent à l'issue de cette période de congé de longue maladie. Par contre, s'il exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, là, je n'ai pas besoin d'avoir l'avis pour un renouvellement à plein traitement, j'ai besoin d'avoir un avis pour un renouvellement et l'octroi à demi, donc là, il n'y a pas de changement. Ce qui est différent, c'est la reprise, puisque là, il faudra l'avis du conseil médical. Avant la reprise, encore une fois, on attend les textes pour pouvoir le mettre en œuvre. Si je prends un CLD, pareil, mon agent il a un congé ordinaire de maladie, il demande le bénéfice d'un CLM au titre d'un cancer bronchopulmonaire, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas quelle est la nature de la pathologie de l'agent. Donc, pour le CLM, avis du conseil médical en formation restreinte, décision de l'employeur, qui part du début du CMO. L'agent demande un renouvellement, on est toujours sur une période à plein traitement, pas besoin d'avis ni d'un médecin agréé, ni du conseil médical en formation restreinte. Par contre, j'arrive à l'épuisement des droits à plein traitement du CLM, mon agent fait une demande de CLD, j'ai mon conseil médical qui donne un avis favorable au CLD. Dans ce cas-là, décision de l'employeur, effet rétroactif au début du CLM, si c'est la même pathologie, et là, on est à nouveau à plein traitement. Puisqu'il a eu 1 an à plein, il a le droit à encore 2 ans à plein traitement. Donc là, pendant cette période à plein traitement, pendant du coup un maximum de 2 ans supplémentaires, eh bien, je vais pouvoir renouveler les périodes de CLD sur simple certificat médical du médecin traitant, sans avis du conseil médical ni d'un médecin agréé que je devrais, par contre, saisir au moins une fois par an dans le cadre du suivi de l'agent, mais pas forcément au moment du renouvellement. Là, j'ai mis des périodes de 6 mois, mais si je mets des périodes de 3 mois ou des périodes de 6, de 3 mois, peu importe, j'ai une visite au moins une fois par an. Mais elle peut être en milieu, à l'occasion du renouvellement, pourquoi pas, mais ce n'est pas obligatoire. Après, bref, c'est n'importe quand, au moins une fois par an. Et puis, mon agent reprend sur simple certificat médical, tant qu'il n'exerce pas des missions qui exigent des conditions de santé particulières. Par contre, s'il est sur des emplois des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières, là, eh bien, il y aura besoin d'avoir l'avis du conseil médical pour la reprise. En matière de temps partiel pour motif thérapeutique, puisque ces modifications-là ont un impact indirect sur le temps partiel pour motif thérapeutique. Alors, je ne vais pas revenir sur l'ensemble des modalités du temps partiel pour motif thérapeutique. Il me faudrait un webinaire juste pour ça. Mais de manière schématique, c'est que maintenant, le temps partiel pour motif thérapeutique n'est plus conditionné déjà par un congé. L'agent, il peut être en temps partiel pour motif thérapeutique du jour au lendemain. Un simple certificat du médecin traitant, précisant la durée, les modalités d'exercice et la quotité, suffit à l'agent pour avoir droit à un temps partiel pour motif thérapeutique rémunéré à plein traitement par l'employeur. C'est la procédure qu'on va appliquer lorsque l'agent demande un temps partiel pour motif thérapeutique, alors qu'il n'a pas encore épuisé ses droits à CLM, à CLD ou à CMO, ou alors qu'il est en CITIS. Donc, mon agent qui est en CMO depuis moins d'1 an, mon agent qui est en CLM depuis moins d'1 an, mon agent qui est en en CLM depuis moins de 3 ans, mon agent qui est en CLD depuis moins de 5 ans, ou mon agent qui est en CITIS, qui vous donne un certificat médical de reprise, qui est une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique, vous devez l'autoriser à reprendre ses fonctions à temps partiel pour motif thérapeutique, sous réserve quand même par ailleurs, comme mon agent a été absent, en fonction de la durée d'absence de l'agent, de voir avec le médecin du travail s'il n'y a pas des restrictions qui rendent nécessaire un aménagement de poste. Alors, est-ce que l'employeur peut contrôler le bien fondé du temps partiel pour motif thérapeutique? Oui, il peut, puisqu'il peut à tout moment saisir un médecin agréé
une fois qu'il a le temps partiel, pour se poser la question de la pertinence et de la nécessité du temps partiel. Cette saisine est d'ailleurs obligatoire lorsque je reçois un certificat médical de prolongation de temps partiel qui va venir prolonger le temps partiel au-delà de 3 mois. Une visite obligée pour une prolongation de 3 mois. Et puis après, c'est des visites chez un médecin agréé, comme je l'entends, en fonction des disponibilités des médecins agréés et en fonction de ma politique de gestion. Médecin agréé qui, s'il donne un avis défavorable, eh bien, permet à l'employeur de rejeter ou de mettre un terme au temps partiel pour motif thérapeutique. Et médecin agréé dont l'avis peut être contesté devant le conseil médical. Donc, plutôt que de faire une contre-expertise, la réglementation, c'est contestation de l'avis du médecin agréé devant le conseil médical par l'employeur ou par l'agent. C'est les deux qui peuvent contester et le conseil médical donne un avis soit favorable, soit défavorable. Et si c'est un avis défavorable, on peut rejeter ou mettre un terme au temps partiel. Si c'est un avis favorable, on repart et on repart dans le process. Par contre, si mon agent a un CLM-CLD et qu'il est affecté sur des fonctions qui nécessitent des conditions de santé particulières, ou s'il a épuisé ses 1 an de CMO, 3 ans de CLM ou 5 ans de CLD, la reprise étant tout état de cause conditionnée par l'avis du conseil médical. Donc là, même si l'agent vous donne un certificat de temps partiel pour motif thérapeutique, il faudra quand même saisir le conseil médical pour la reprise de l'agent et cette reprise qui se fera, le cas échéant, dans le cadre d'un temps partiel pour motif thérapeutique. Donc, c'est l'impact indirect de cette modification des cas de saisine du conseil médical qui s'articule avec le temps partiel pour motif thérapeutique. Je voudrais aborder un autre point aussi, qui est celui de la compétence du conseil médical en formation restreinte en matière d'inaptitude. Parce que j'ai remarqué qu'il y a pas mal de conseils médicaux qui disent oui, on n'est plus compétent sur l'aptitude ou l'inaptitude. Ce qui est partiellement faux et partiellement vrai du coup. C'est vrai qu'il n'y a plus la condition d'aptitude générale pour la reprise, pour l'accès à l'emploi public. Simplement quand même, sur le décret 89-376 relatif au maintien dans l'emploi, on a des cas où il y a besoin de l'avis du conseil médical. Les changements qu'il y a sur ce plan-là, premièrement, je n'ai plus nécessairement besoin de l'avis du conseil médical avant un changement d'affectation. Pour raison de santé. Avant, c'était nécessaire, il fallait un avis du conseil médical pour un changement d'affectation. Maintenant, c'est plus nécessaire. Le simple avis du médecin du travail suffit. Par contre, le conseil médical est compétent pour la période de préparation au reclassement, le reclassement de l'agent en tant que tel et le suivi de l'agent dans le cadre de son reclassement. Alors, c'est vrai que la période de préparation au reclassement peut commencer après avis du médecin agréé, mais en tout état de cause, elle ne peut commencer que si j'ai saisi le conseil médical après l'avis du médecin agréé. Donc, j'ai l'avis du médecin agréé, je saisis le conseil médical, j'invite l'agent à faire une demande de PPR et je peux démarrer la PPR dans l'attente de l'avis du conseil médical. Avis du conseil médical qui est quand même nécessaire, entre guillemets, pour entériner la position de l'agent dans le cadre de la période de préparation au reclassement. Alors, en termes de procédure, comment ça marche de manière assez succincte? Le conseil médical en interne, là, on va rentrer un petit peu dans les entrailles de fonctionnement du conseil médical. Il est saisi par l'administration ou à la demande du fonctionnaire. Et le dossier est instruit par le médecin président ou par un médecin instructeur, qui est un des 3 médecins agréés membres du conseil médical, que le médecin président va désigner comme celui chargé d'instruire le dossier. Et c'est dans ce cadre d'instruction que le conseil médical peut estimer qu'il y a besoin d'avoir un avis d'un médecin agréé pour éclairer la position du conseil médical. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est possible. Une fois que le dossier est préparé, la séance aura lieu. Une séance dans laquelle on va éventuellement, on va discuter de la situation de l'agent. Il sera piloté par le médecin président. Et il y a un élément très important, c'est que l'agent doit être informé, en rare, ou du moins par tout moyen prouvant qu'il a bien été informé, de son droit à consulter son dossier,
de son droit à présenter des observations, de son droit d'être accompagné. Alors, pas accompagné physiquement, puisque l'agent n'a pas un droit de venir à la réunion du conseil médical. Le conseil médical, on va le voir, peut le proposer s'il l'estime nécessaire. Mais quand on dit accompagné, c'est le fait que quelqu'un peut l'aider à rédiger ses documents ou autre, mais qui ne sera pas nécessairement présent à la séance du conseil médical. Et puis, il doit être informé aussi des délais et des voies de contestation possibles de l'avis du conseil médical devant le conseil médical supérieur. Et toutes ces informations doivent être communiquées à l'agent au moins 10 jours avant la séance du conseil médical. Par ailleurs, le médecin du travail doit être informé de la date de la réunion et de l'objet de la réunion du conseil médical, afin, le cas échéant, s'il estime nécessaire, de produire des écrits ou de donner des avis sur la situation de l'agent. Donc, comme je le disais, durant la séance, le fonctionnaire n'est pas nécessairement là, mais par contre, il peut faire entendre le médecin de son choix. Et c'est le conseil médical qui peut entendre le fonctionnaire concerné. Donc, il peut l'inviter à venir à la séance du conseil médical. Et à l'issue de la séance, le conseil médical doit donner un avis motivé dans le respect du secret médical qui sera notifié à l'agent et à l'administration avec les voies de recours, de contestation devant le comité médical supérieur. Avis qui permettra ensuite à l'administration de prendre sa décision et l'administration devra informer le conseil médical de ses décisions. D'ailleurs, ce qui peut être bien, c'est de communiquer au conseil médical les décisions de prolongation de CLM que vous prenez lorsqu'il n'est pas saisi, hein, parce qu'il y a une question de suivi du dossier de l'agent et de la connaissance des droits statutaires qu'il a éventuellement épuisés dans le cadre de la gestion de ces congés. Donc, l'information de l'agent au moins 10 jours avant, qui est éminemment importante, doit être faite par le secrétariat du conseil médical. Ce n'est pas l'employeur qui est là pour l'informer, c'est le conseil médical, dont c'est la responsabilité qui doit faire. Et attention, c'est un élément de procédure qui, on va le voir, peut éventuellement être un moyen d'annulation d'une décision de refus. Alors, avant de la prise de la décision, il y a aussi la possibilité donc, de contester devant le conseil médical supérieur, qui continue à exister, qui est censé être un organe plus de pilotage des instances et d'harmonisation des différents types de pathologies ouvrant droit à CLM ou à CLD. Cette contestation doit se faire dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l'avis à l'agent, avec une possibilité pour le conseil médical supérieur, s'il le souhaite nécessaire, de mettre en place une expertise complémentaire. Le conseil médical a 4 mois pour se prononcer à compter de sa saisine. Donc, ça fait 6 mois en tout à compter de la notification, 2 mois pour contester, 4 mois pour donner un avis. Et en cas de silence, eh bien, l'avis du conseil médical est réputé confirmé. Alors, qu'est-ce qui se passe si les informations ne sont pas communiquées à l'agent? Eh bien, on a un risque de privation d'une garantie, tout comme l'information du médecin du travail. Ce n'est pas rien, c'est important parce que, là encore, ça peut avoir un sens sur la décision prise, voire priver l'agent d'une garantie. Donc, il faut vraiment s'assurer auprès du conseil départemental, conseil médical départemental, que ça fonctionne bien, sinon on risque d'avoir une annulation au titre de cette erreur de procédure. Alors, qu'en est-il du conseil médical en formation plénière? Donc, le conseil médical en formation plénière est une instance administrativo-médicale, puisqu'on va se poser des questions qui sont des questions qui ne sont pas purement médicales, mais qui sont aussi pratiques, juridiques, administratives. C'est la raison pour laquelle on va avoir donc, les membres de la formation restreinte du conseil médical, donc les 3 médecins agréés, plus 2 représentants des employeurs, donc qui sont communiqués et qui sont membres des conseils d'administration ou de conseils de surveillance des établissements du département, et 2 représentants du personnel
qui sont membres de la commission administrative paritaire qui relève de la compétence de l'agent. Donc, si ce n'est fait, il faut que les deux organisations syndicales qui ont le maximum de voix au CAP concerné, donc aux éventuels 10 CAP, communiquent la liste des agents qui vont venir participer aux réunions de la commission administrative, aux réunions du conseil médical en formation plénière. C'est important pour respecter le quorum, on va y revenir. Alors, les compétences du conseil médical en formation plénière reprennent à 99% les compétences de la commission de réforme. Ce qui est supprimé, c'est la compétence pour l'allocation d'invalidité temporaire. Alors attention, il ne faut pas confondre AIT et ATI. ATI, c'est l'allocation qui est versée de manière forfaitaire à l'agent qui a des séquelles consécutives à un accident de service de moins 10%, d'accident de trajet de moins 10%, ou d'une maladie contractée en service de moins 25%, ou d'une maladie professionnelle de moins 1%, enfin 0,1. Avec l'AIT, qui est l'équivalent de la pension d'invalidité du régime général des contractuels ou des assurés du régime général, où là, avant, il y avait besoin de l'avis de la commission de réforme. Maintenant, il n'y a plus besoin, c'est le médecin conseil uniquement qui va classer l'agent dans une des 3 catégories d'invalidité, ce qui vous permettra de calculer le montant de l'allocation d'invalidité temporaire qui sera versé à l'agent durant sa période de disponibilité d'office pour raison de santé. Sinon, le reste, on reste compétent sur tout ce qui est lié au CITIS, donc tout refus doit être précédé de l'avis du conseil médical en formation plénière. C'est lui aussi qui est compétent donc, pour l'ATI, pour la radiation des cadres pour invalidité imputable et non imputable, et aussi pour le licenciement pour inaptitude physique du fonctionnaire stagiaire qui deviendrait au cours de son stage inapte physiquement, avec les conséquences derrière du décret de 77 sur le versement d'une pension d'invalidité dans les conditions du régime général par l'employeur. Alors, comme je vous le disais, c'est important d'avoir une liste à jour parce qu'il y a une question de quorum. Donc, il faut au moins 4 des membres avec au moins 2 médecins et un représentant du personnel. C'est-à-dire que si j'ai une carence des représentants du personnel, j'ai pas de quorum. Ce qui veut dire que je perds minimum 1 mois avant d'avoir la réunion qui va bien. Donc, c'est vraiment très important que vous ayez communiqué au secrétariat le nom des agents qui vont représenter les agents dans le cadre de la saisine du conseil médical en formation plénière. Alors, en termes de procédure, c'est à peu près la même chose. La différence étant que, vous voyez, il n'y a pas de possibilité de contester l'avis du conseil médical en formation plénière devant le conseil médical supérieur. Par contre, l'agent a le droit d'être entendu par le conseil médical. Donc, dans la convocation, dans l'information de l'agent, on doit lui donner la date et l'heure et lui rappeler qu'il a le droit de se rendre à la réunion du conseil médical. Et si d'aventure j'ai une carence dans le rappel de ce droit, j'ai un risque de privation d'une garantie. Donc, une procédure dont il faut vraiment faire attention et s'assurer auprès du conseil médical qu'il n'y a pas de dysfonctionnement lié à la communication des informations du conseil médical par son secrétariat. Alors, en matière de CITIS, justement, un petit changement sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que donc mon agent qui a une lésion reconnue imputable au service, donc qui est conséquence d'un accident de service, donc il y a toujours deux questions. Est-ce que l'événement est un accident de service? Et deuxièmement, est-ce que la lésion de mon agent est en lien direct et non nécessairement exclusif avec l'événement? Donc, si la réponse est oui, et que mon agent a une invalidité temporaire, il va pouvoir bénéficier d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service qui ne nécessite pas de suivi particulier, si ce n'est encore une fois un avis du médecin agréé au minimum, une fois par an, comme avant en fait, il n'y a pas de changement. Par contre, ce qu'on précise, c'est que je peux contester cet avis, non pas devant le conseil médical en formation plénière, mais devant le conseil médical en formation restreinte. Ça, c'est important. Si je conteste cet avis, donc au moins une fois par an, je fais une visite de l'agent et
derrière, eh bien, je peux contester cet avis devant le conseil médical en formation restreinte et non plénière, parce qu'en fait, on se pose uniquement, la question de l'aptitude de l'agent à reprendre et on n'est pas sur une question qui est une question, autre que médicale. Elle n'est pas administrativo-médicale, elle est purement médicale, d'où le fait que, on n'a pas besoin d'avoir l'avis, du conseil médical en formation. Alors, j'aimerais parler 2 minutes, hein, de la dispo. J'ai pas, le temps d'expliquer les différents types de dispo avec leur origine, législative ou réglementaire et leurs modalités de gestion. Simplement, je suis orienté sur les modifications liées au conseil médical, et vous avez vu, le conseil médical en formation plénière n'est plus compétent pour donner un avis sur l'allocation d'invalidité temporaire. Euh, et du coup, ça, c'est dans le cadre de la dispo d'office pour raison de santé pour inaptitude temporaire à toute fonction. Donc, un agent qui a épuisé ses droits statutaires à congé de maladie, de longue durée, donc 1, 3 ou 5 ans, à l'issue de cette période, on l'a vu, il faut nécessairement l'avis du conseil médical. Et le conseil médical va éventuellement constater que mon agent est inapte temporaire à toute fonction, et non définitivement. Parce que s'il est inapte définitivement à toute fonction, on va lancer la procédure de radiation des cadres, éventuellement d'office. S'il est inapte temporaire à toute fonction, c'est là où je vais pouvoir le mettre en dispo d'office et lui verser, dans le cadre de la coordination avec le régime général, le décret du 11 janvier 1960, soit des IJ, qui s'appelle l'indemnité de coordination, soit une allocation d'indemnité temporaire, qui est en fait la pension d'invalidité du régime général. Donc, comment ça se passe? Si mon agent il a eu un an de CMO et qu'il est inapte temporairement à toute fonction, l'employeur devrait demander l'avis du médecin conseil de la CEPAM. Et si le médecin conseil de la CEPAM qualifie la pathologie de l'agent d'ALD, je vais pouvoir lui verser l'équivalent d'IJ pendant une durée maximum de 2 ans. Donc, ce médecin conseil saisi par l'employeur et la rémunération est bien sûr versée par l'employeur. Ce qui permet à l'agent d'avoir un minimum de droits équivalent à ce qu'il aurait s'il était au régime général de la sécurité sociale. Si mon agent a déjà eu 3 ans de congé, 3 ans de CLM, 5 ans de CLD, ou qu'il a eu 1 an de CMO plus 2 ans de dispo d'office, c'est dans ce cas-là qu'il va pouvoir bénéficier de l'avis, de la pension d'invalidité du régime général, qui s'appelle AIT. Jusqu'à l'année dernière, l'agent devait demander l'avis du médecin conseil de la CEPAM et l'employeur devait saisir le conseil médical. Maintenant, c'est plus nécessaire. L'avis du médecin conseil de la CEPAM suffit à permettre à l'agent de bénéficier de cette allocation d'invalidité temporaire qui n'est ni plus ni moins que la pension d'invalidité du régime général. Voilà pour les changements concernant l'impact du fonctionnement du conseil médical. Alors, dernier point, après ces fonctionnaires, je voudrais vous parler des modifications liées au contractuel. Donc, juste un petit rappel des agents contractuels de droit public, de leur protection sociale. Ces agents contractuels de droit public sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les risques maladie, maternité, décès, AT-MP et invalidité. Ce qui fait qu'ils sont au régime général de la sécurité sociale et c'est l'organisme responsable de la mise en œuvre du régime général de la sécurité sociale qui va décider des prestations en espèces du régime général. Ce qui fait que mon agent malade, s'il a suffisamment cotisé, puisqu'il faut que j'ai cotisé quand même, va avoir le droit, de la part du régime général, à des indemnités journalières pendant 360 sur 3 ans, à compter du 4e jour d'arrêt, qui sont grosso modo égales à 50% des 3 derniers salaires. Donc, c'est ce que vous allez déclarer sur Net Entreprise. Et en plus de ça, il va bénéficier de la part de l'employeur en fonction de son ancienneté d'un congé maladie rémunéré. D'un congé maladie rémunéré à partir du moment où il a au moins 4 mois d'ancienneté. S'il n'a pas d'ancienneté suffisante, on va le mettre en congé maladie non rémunéré.
par l'employeur, mais il percevra ses indemnités journalières de la sécurité sociale. S'il a le droit à un congé rémunéré, donc s'il a au moins 4 mois, il va avoir 1 mois à plein, 1 mois et demi, 2 mois à plein, 2 mois et demi, 3 mois à plein, 3 mois et demi, en fonction de l'ancienneté de l'agent. Et à l'issue de cette période de congé rémunéré, il sera mis en congé non rémunéré pour une durée maximale d'1 an, renouvelable 6 mois, pendant lesquels il percevra les prestations de la sécurité sociale. Si mon agent est atteint d'une ALD, il peut éventuellement bénéficier d'IJ pendant 3 ans. 3 ans, et parallèlement, s'il a au moins 3 ans d'ancienneté, il va pouvoir bénéficier d'un congé de grave maladie qui obéit un petit peu aux mêmes règles que le congé de longue maladie, après avis du conseil médical en formation restreinte, après saisine d'un médecin agréé. Donc là, on a gardé dans le décret 91-155, contrairement au congé de longue maladie du fonctionnaire, la nécessité de saisir un médecin agréé avant de saisir le conseil médical. En matière d'accident du travail ou maladie professionnelle, c'est une prise en charge par la caisse, et mon agent va bénéficier de 60 puis 80% de la rémunération précédant l'événement, plus, en fonction de son ancienneté, d'une rémunération maintenue par l'employeur d'1, 2 ou de 3 mois, desquels, chaque fois, viendront être déduits les indemnités journalières de la sécurité sociale. Et puis, à l'issue de cette période de congé maladie rémunéré, mon agent sera en congé non rémunéré et percevra les IJ de la CEPAM jusqu'à la reprise ou conciliation et éventuellement une indemnité temporaire le temps qu'il reprenne ses fonctions. Qui plus est, mon agent, au milieu de tout ça, il peut éventuellement aussi bénéficier d'une pension d'indemnité du régime général. Alors, là-dessus, pour avoir le droit à une pension d'indemnité du régime général, il faut une perte de capacité de gain d'au moins 2 tiers, perte de capacité de gain d'au moins 2 tiers, appréciée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, qui est censé aussi classer l'agent dans 3 catégories d'invalidité. Catégorie 1, invalidité compatible avec une activité salariée. Catégorie 2, invalidité incompatible avec une activité salariée. Catégorie 3, invalidité nécessitant une tierce personne, l'aide d'une tierce personne. Alors en lisant ça, on peut se dire, bon, si j'ai un agent contractuel de droit public qui a une invalidité de 2e catégorie, eh bien je peux le licencier pour inaptitude physique puisqu'il est incapable d'exercer une profession quelconque. Eh bien non, hein. L'invalidité de la sécurité sociale ne signifie pas que mon agent est inapte à ses fonctions. On est tout à fait possible d'avoir une situation où mon agent a une pension d'invalidité du régime général, puis peut continuer à exercer ses fonctions, notamment à temps partiel, et en plus, en tant que bénéficiaire d'une pension d'invalidité, il devient bénéficiaire de l'obligation d'emploi. Et en tant que bénéficiaire de l'obligation d'emploi, il a le droit à un temps partiel de droit au titre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc, il peut tout à fait continuer à exercer ses fonctions à temps partiel, tout en percevant sa pension d'invalidité du régime général, sachant que celui qui apprécie l'inaptitude, à l'issue de chaque période de congé maladie à plein ou de congé maladie rémunéré ou non rémunéré, c'est le médecin agréé. Hein, donc, le licenciement d'un agent contractuel de droit public est précédé uniquement de l'avis du médecin agréé, avis du médecin agréé qui vous permet de lancer le processus de licenciement pour inaptitude physique. Donc, si j'ai un agent contractuel inapte à ses fonctions après avis du médecin agréé, que je dois saisir à chaque issue de période de congé rémunéré et non rémunéré, donc dans ce cas-là, je lance la procédure de licenciement, je prends la décision de licenciement et c'est dans la décision de licenciement que j'invite l'agent à faire une demande de reclassement. Décision de licenciement qui aura un effet au terme du délai de préavis et avec une possibilité pour l'agent de demander un reclassement qui prendra la forme d'une modification substantielle du contrat pendant une durée égale à la moitié de la durée du préavis. Si l'agent ne fait pas de demande de reclassement, le licenciement prendra ses effets. Si l'agent fait une demande de reclassement, on essaie de lui trouver de nouveaux postes. S'il refuse l'offre, le licenciement prendra ses effets. Et
S'il n'y a pas de poste, le licenciement prendra ses effets. Par contre, si il accepte le poste, eh bien, on modifiera le contrat de l'agent contractuel de droit. Donc, c'était les différents éléments saillants hein, de la mise en œuvre du conseil médical. Je vous remercie d'avoir suivi cette rapide